Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, au programme, donc la dernière répétition de la chorale. Au programme, un tube, un classique, Étoile des Neiges. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde se met debout, vous allez participer. Oui, même au fond, même au fond. On est parti. Ensemble à présent découvrons notre nouveau saint patron. Gageons qu'il saura nous guider par la main et nous conduire au bout du chemin. Ô Saint-Pierre Fabre, mon meurtrier, c'est pris au jeu du Père et monnaie. Je te donne en gage mon désir fervent, et d'étudier toute ta vie, j'en fais serment. Dans un coin perdu de Savoie, un tout petit montagnard chantait son amour dans la paisible foi, près de son Seigneur et plein d'espoir. Ô mon Seigneur, mon âme assoiffée s'est prise au piège de tes bienfaits. Je te donne en gage tout mon cœur d'enfant, et d'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Et là soupirait-il en lui-même, comment pourrais-je étudier? Mes parents pourraient-ils vraiment m'expédier pour servir enfin celui qui m'aime? Petit Pierre Fabre, sèche tes grands yeux, le ciel protège les cœurs de feu. Tu pars en voyage jusqu'à son retour, c'est un pèlerinage pour fonder l'amour. Moi, je suis le poète, et je viens humblement, même humblissimement et simplissimement, vous parler du grand Pierre, du très grand Pierre Fabre. C'est saint François de Sales, excusez donc du peu, qui le nommait ainsi, en toute dévotion, et je me permets donc, ici, de le citer. Et que si bien sa vie, pour avoir été courte, ne peut pas t'en fournir de matière à l'histoire. Néanmoins, nous dit-il, ce qu'elle donnera ne sera bien que sucre et miel de dévotion. De cette hagiographie enrichie en glucose, je me ferai séant le héros, sans complexe. Tandis que Carillon et Musette cantillent un air de joie pascale aux promesses exquises, en ce printemps de l'an 1506, au duché de Savoie, paroisse Saint-Jean de Sixte, émerge un petit homme, notre Pierre Faber. Entouré par les siens et les splendeurs alpines, rude de nature au vrai que ces âpres montagnes, en ce coin de bornants surplombés de falaises, à l'horizon barré de vastes crénelures, dentelures neigeuses aux charmes inquiétants, en cet austère écrin se déploya la grâce, en l'âme juvénile du petit Pierre Fabre. Dans l'austère beauté de ces rues de montagne, la belle austérité de ces rues de montagne, la rude beauté des austères montagnes, la belle rudesse des austères montagnes, montagneuse beauté des austères rudesses, bref, il en a bavé, mais ça en va le coup. Précocement doué, il rêvait d'étudier. Et ce désir, parfois, lui tirait des sanglots.
À l'âge où bien souvent les jeunes gens frivoles se lamentent plutôt de devoir étudier, lui fréquentait l'école en mode clandestin. L'école buissonnière pratiquée à l'envers. Il quittait ses moutons, dont il avait la garde, et allait travailler à l'école voisine, laissant tout son troupeau en autodiscipline. Quelques graves personnes, et jusque chez les moines, y voyaient un symbole, et même un beau présage. Jamais brebis ne s'enfuirait de son bercail. Ses débuts, cependant, ne pouvaient lui suffire. Ici, la Providence a pris visage d'homme, et son oncle, ma mère, servira ses desseins. Pierre alla donc à Thônes où se trouvait l'école. Après ces rudiments, il fallait du solide. Un maître réputé, nommé Pierre Véliard, garantira pour lui les prochaines étapes. Le voici bientôt envoyé à Paris. La Sorbonne, à l'époque, attirait de partout, et ça se bousculait au portillon savant. Déjà, Paris brillait d'un grand rayonnement. Pourtant, ce sanctuaire de la belle pensée promettait davantage en ses germinations. Un jour, le Centre Sèvres, en toute humilité, donnerait à la ville un tout autre panache. Mais n'anticipons pas, ne nous égarons pas, revenons de Rechef, sinon à revenons de Rechef, sinon à nos moutons, du moins à ce berger, encore en éclosion. Le voici entre colloques, entre pauvres étudiants, avec François-Xavier, le jeune Navarrais, et un type un peu louche, un certain Inigo, un vétéran boiteux aux allures mystiques. Ici, la Providence a pris visage d'homme. La douce Providence, sans ses œuvres taquines, a su les rassembler pour ses plus grands desseins. De la promiscuité aux études suivies, de l'humble quotidien aux grandes dévotions, voici une amitié dense et belle à la fois, enracinée au fond, au tréfonds de leurs âmes. Une même expérience et de mêmes élans les poussent à choisir pareil style de vie. Les voici déjà 7, enflammés, engagés, brûlant de rayonner la joie de l'Évangile et de bien faire aimer leur Seigneur et ami, ce Jésus dont l'amour avait touché leur cœur. Pourtant, parmi eux, Pierre est le plus avancé et le premier prêtre. Il préside la messe au jour des premiers vœux. Apprécié, estimé, vénéré par le groupe, il est déjà pour eux et restera toujours le parfait suppléant, le bon numéro 2, celui qui, depuis l'ombre où l'humble se situe, inspire la confiance aux frères affermis. Et les ans ont passé, les études ont fini. Il faut quitter Paris et aller vers d'autres cieux. Commencez la mission, retrouvez Inigo. Rendez-vous est donné à Venise en janvier. 56 jours de marche en traversant les Alpes, au milieu de l'hiver et des nombreuses guerres. Voici un bon périple, apte à souder le groupe, au cas où celui-ci ne l'aurait pas été. Alors oui, là, on peut dire que le groupe a vécu un moment fondateur. Je vous passe les détails. La grande délibération des premiers pères. Faut-il fonder un ordre nouveau ou bien se disperser dans les missions individuelles? Et c'est l'offrande au pape. Et là, Paul III profite sans scrupule de ces hommes zélés et savants et dociles et pieux. Pierre reçoit la chaire d'écriture sainte à la Sapiens, mais très vite est envoyé à Parme comme théologien du cardinal Filonardi. Il sera ensuite écartelé entre les missions en Espagne et au Portugal qu'Ignace voudrait lui confier et celle en Allemagne que le pape lui-même soutient pour endiguer l'avancée protestante. Et jusqu'à sa mort, il donna les exercices spirituels
lutta vaillamment à Worms, Spire et jusqu'à Ratisbonne, il ne s'arrêta pas. Vous n'avez rien à dire. Excusez-moi ma chère, mais notons au passage un petit arrêt dans son pays de savoir où sa seule façon d'interpréter la messe impressionna les habitants. Et là, il paraît qu'il a une anecdote très rigolote au sujet d'une bande de pillards. Merci pour cette merveilleuse intervention. Pour se rendre en Espagne, il traverse donc la vallée du Rhône, gagne Barcelone, Saragosse, Alcalá et enfin Madrid. C'est à cette occasion-là qu'il gagna la bonne cause le vice-roi, le duc de Gandhi, François de Borgia, qui deviendra 24 ans plus tard le 3e préposé général de la Compagnie de Jésus. Merci. Encore du blabla d'historien. Mais voilà qu'après 2 mois, on le rappelle en Allemagne. Il repart avec une mule cette fois-ci. Et en Catalogne, il a une aventure avec une bande de brigands. Je peux vous raconter. Vous voulez savoir quoi? Bon, tant pis. N'empêche, une sacrée aventure. Si vous me le permettez, relevons plutôt qu'à Mayence, il subjugue littéralement le jeune Pierre Canisius, qui deviendra ensuite jésuite à son tour et sera le champion de l'Allemagne catholique, qui plus est, avec son fameux catéchisme. Merveilleux. En revanche, il est important de noter que c'est un record pour lui de passer 18 mois de stabilité dans la même région. Mais voilà qu'on le rappelle en Allemagne. C'est pas en Allemagne, c'est au Portugal. Si vous connaissez pas votre géographie, vous vous taisez. Merci, au Portugal, excusez-moi, tout le monde avait bien compris, évidemment. Cependant, il rate son bateau à Anvers. Voilà un moment pittoresque qui mériterait quelques détails, non? Non! Bon, bah non alors. Tom, c'était pour participer, moi j'en passe pas une depuis le début. Hein. Il tombe malade, mais très vite est soigné à Louvain. Où il gagne à la compagnie le jeune prêtre qui le soigne. Coimbré. Patrie de son ami le docteur Ortiz. Et de Stéphanie de Monaco? Il voulait alors partir pour le Portugal, comme prévu. Mais un ordre du pape lui demande d'aller à Cologne pour réformer un diocèse mal gouverné par un prélat indigne. Vous avez dit prélat indigne? Vous voulez des détails amusants sur ces dérapages? Non! Bon, Non. tant pis. N'empêche, ça aurait été divertissant. Oui, bien sûr. Œuvrant à Cologne, il est tout de même rattrapé par les besoins du Portugal. Il se rend à Lisbonne, puis Évora. Où il évangélise la cour du roi. Puis en Espagne, à Valladolid. Auprès de Don Philippe, le futur Philippe II. Et de Stéphanie de Monaco? Mais qui l'a invité, celui-là? Puis à Madrid. De là, il rayonne Salamanque, Tolède. De là, il opère le plus de bien. Galapagar. Patrie de son ami le docteur Ortiz. Et de Stéphanie de Monaco? Mais faites-le taire! Alcalá. Où il fonde une maison d'étudiants. Avec Stéphanie de Monaco? Iescas. Ocana. Yepes. Et ça recommence. Tant de travaux l'abattent. Le voici contraint de s'aliter. Peut-il repartir? Le pape m'appelle, argue-t-il. Mais le pape, s'il était ici, serait le premier à vous conseiller d'attendre. Alors Ignace le laisse maître de juger s'il est opportun d'attendre ou non pour finir son voyage vers Rome. Il n'est pas nécessaire que je vive, déclare Pierre, mais il est nécessaire que j'obéisse.
appelé le vicaire. Dans la foi et l'amour, obéir est parfait, offrande de son crainte te servir. Et toi, compagnon, sèche tes grands yeux, le ciel protège les bienheureux. Ne perds pas courage dans cet épisode, notre grand frère dans la foi vit son exode. Ce grand jour arriva, son annonce arriva, et son bien-aimé l'attendait tout là-haut, parmi les brebis du troupeau. Au-delà des cieux, il rejoint la gloire, dans le cortège du Dieu béni. Au-delà